Le gravel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs le gravel? Est-ce qu'on peut définir le gravel comme une pratique, comme le VTT, la route ou autre? Est-ce qu'on peut lui mettre une étiquette? Et est-ce qu'il y a quelque chose que le gravel n'est pas? Vous avez 4 heures. Pour moi, le gravel, c'est avant tout un état d'esprit. Ouh. Et ça rejoint finalement ce que j'ai exposé juste avant, à savoir, c'est un état d'esprit de gens qui se retrouvent ni dans l'univers du VTT, ni dans l'univers très étiqueté des routiers, des routards, et qui ont envie de faire du vélo autrement. Autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire route, piste, single. Pour moi, il n'y a pas vraiment de limite, parce qu'aujourd'hui, avec les gravels actuels qui sont soit 100% rigides, soit semi-rigides, soit maintenant tout suspendu, Mm. la frontière finalement entre un vélo de route et un VTT est devenue quasiment illisible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça rassemble, je dirais, une communauté importante de gens qui veulent finalement refaire du vélo de route, refaire du VTT, mais sans tous les codes techniques et toutes les associations, surtout de communautaristes entre guillemets, quoi. Mm. Donc, je dirais que c'est une ouverture et un état d'esprit qui est accessible à plein de gens dans l'univers du vélo. Mais j'ai déjà exposé ce cas de figure-là d'une manière très simple pour les gamers. Il y a eu Xbox et il y a Sony avec la PlayStation. Ces deux univers, si tu te retrouves pas dans les deux, un jour il y a Nintendo qui sort la Wii et puis tiens, il y a plein de players qui se disent pourquoi pas, moi je me retrouve bien dans les jeux Nintendo. Mm. Et ça vient capter une communauté de gens qui ne se retrouvaient pas du tout dans des univers très techniques. Si on fait un parallèle avec les jeux, Sony et Microsoft à l'époque concevaient avec tout un tas de studios de concepteurs de jeux vidéo des jeux très techniques où la dextérité était essentielle Mm. avec des manettes. La Wii est venue un peu casser les barrières de la technicité du jeu Ouais. pour le rendre plus accessible, plus ludique aussi. Et c'était pas juste un concours de technique. Je pense que le gravel, c'est un peu ça. Ça vient remettre l'église au centre du village. C'est un vélo. C'est un vélo avec lequel tu peux prendre un plaisir immense sur la route et un plaisir immense sur les pistes. Et pourquoi pas, si tu es un peu aventureux sur les bords, et je sais que tu aimes bien les descentes, pourquoi pas aller sur du single. Mais ça vient casser finalement toutes ces barrières parce que, encore une fois, on a une habitude, notamment française, d'étiqueter les choses, Mm. de les nommer et de les cadenasser dans des codes. Or, les communautés, quand elles ne se retrouvent plus dans ces codes-là, eh bien, naturellement, ou pas d'ailleurs, ça vient, eh bien, elles viennent balayer et changer les codes. Et les gravel, c'est le tableau blanc qui se retrouve devant les pratiquants. Et c'est une possibilité de pratiquer le vélo autrement. Exemple, il n'y a pas de honte à avoir un gravel avec des pneus de 55 centimètres. 55 mm, pardon. 2.2. Avec des braquets à l'arrière, avec une galette de 50 dedans. Mm. Ça existe. Il y a 10 ans, c'était interdit. Dans le sens, on pouvait se moquer de toi si tu étais sur la route avec un gravel avec des pneus de 50 mm et une galette à l'arrière de 50 dedans. Les gens rigolaient en disant mais qu'est-ce que c'est que ce vélo? Aujourd'hui, c'est admis. C'est pas admis parce que les gens, d'un coup, ont une révélation et il y a eu une incarnation qui a fait que d'un coup, ils acceptent cette pratique. C'est parce qu'il y a eu un travail collectif, communautaire, de gens qui disent, mais tu sais que c'est cool quand même de faire du vélo un peu différemment et de descendre les pistes avec un cintre de gravel. Mm. Et je pense que ça, on revient de nouveau sur le besoin communautaire. Le gravel, c'est clairement l'expression, je pense, d'un ras-le-bol des gens sur la technique du sport et qui veulent refaire du vélo. Et pourquoi pas sur des pistes, que ça s'appelle un VTT ou un vélo de route. Pour moi, c'est un jeu de langage. Pour moi, le Mhm. gravel, c'est un vélo. Point barre. Mais ce que je trouve, alors tu parles de ras-le-bol, mais effectivement, j'observe aussi parmi plutôt la communauté vététiste des gens qui viennent au gravel pour se dire, bah en fait, j'ai un vélo simple, il est léger, il est agile, il a du rendement. Quand j'appuie sur les pédales, ça avance. Et finalement, on voit aussi, et je ne sais pas si tu as vu le dernier Pinarello Gréville, par exemple, qui est, enfin, la différence, tu mets un VTT de cross-country et celui-là l'un à côté de l'autre, la seule différence, c'est le drop bar. Et le Et, débattement. et le débattement, oui. Et le Mais débattement, mais c'est essentiel. C'est-à-dire que oui, j'appelle la communauté VTT à faire une analyse, c'est-à-dire de dire aujourd'hui, est-ce qu'il existe des VTT à vendre avec des débattements de 60 mm à l'avant et des amortos à l'arrière de 55. Il n'y en a plus. C'est-à-dire que le gravel vient ressortir bien sûr des cartons.
des choses qui n'existent plus, mais qui existaient il y a plus de 20 ans dans l'univers de VTT. Mais qui, de nouveau, s'est très vite technicisé, il est devenu hyper technique, avec des débattements de dingue, notamment en enduro, plus de 200 mm, des cintres super larges, mais au départ, et clin d'œil à George Edwards, avec qui j'ai beaucoup discuté sur ce sujet, qui est l'organisateur de la Transv, il faut regarder à l'époque, les premières Transv, avec quoi ils descendaient, les gars. Ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Mais en même temps, les fabricants, pour la majorité d'entre eux, là je parle vraiment dans les grandes masses, ont interdit finalement la partie matérielle avec des débattements plus faibles. Et finalement, les VTTistes ont fui les pistes qui aujourd'hui sont pratiquées par les personnes qui font du gravel. Et en fait, les VTTistes eux-mêmes ne se rendent pas compte que oui, c'est super de descendre un single en DH avec un enduro, avec une fourche de 200 mm et descendre à fond les ballons. Mais il y a une pratique VTT également en randonnée, où il est quand même sympa de pas forcément avoir une enclume avec une fourche de 200 mm que tu vas jamais utiliser parce que tu vas utiliser 2% des capacités d'amortissement du VTT. Et qu'il y a plein de pratiquants qui ne veulent plus également aller sur des singles ultra engagés, mais qui préfèrent aller sur de la piste. Et on en a un paquet en France, des DFCI. Gros travail également de l'ONF, l'Office national des forêts. On a plein de pistes qui sont entretenues, qui sont pas des singles ultra tortueux avec des marches, des sauts et ainsi de suite, et qui, je pense, colle à la pratique de 80% des VTTistes. Et le gravel, finalement, c'est l'occasion de rappeler aujourd'hui à des VTTistes qu'on peut avoir du plaisir sur des pistes, moins engagées certes qu'un single VTT ultra engagé, avec un gravel. Donc ça vient finalement réconcilier, je pense, à terme, les VTTistes comme les routards. C'est-à-dire que les routards qui voient le VTTiste avec, je vais forcer le trait et caricaturer, mais tu vois où je veux en venir, le short avec les têtes de mort, le casque de DH, avec tous ces codes vestimentaires qui sont à l'opposé des codes routiers. Tu le sais bien, du cyclosportif avec son lycra ultra moulant, la pompe qui pèse 20 grammes et le vélo qui doit être à 6,9 et pas à 7 kg, à 7 kg 1. Ben, il gagnerait à monter sur un gravel pour ressentir le kiff que c'est d'être sur une piste. Et pourquoi pas d'aller titiller quelques singles praticables. Parce qu'au final, c'est du vélo, les gars. C'est du vélo. Et c'est génial des deux côtés du spectre. C'est juste que, à s'isoler chacun de son côté en communauté, mais à la fin, en plein milieu, il y a un champ des possibles qui est énorme et c'est le gravel. C'est des pistes secondaires, c'est des routes défoncées avec des trous béants, c'est des endroits qui sont aujourd'hui pensés par les pratiquants de gravel. Et abandonner des VTT, c'est abandonner des routards. Ouais. Et c'est marrant parce que j'ai abordé un petit peu avant le côté VTTiste qui passe au gravel pour avoir un petit peu plus de réactivité. Et du côté des routards, il y a aussi des gens qui passent au gravel pour ne plus prendre le risque de se faire éclater par une bagnole sur une sortie du dimanche. Est-ce que toi aussi t'observes ça ou est-ce que c'est juste moi qui déconne? Je pense que là-dessus, il se passe des phénomènes qui sont analogues côté VTTiste et côté routier. Des VTTistes qui aujourd'hui déclinent en termes de conditions physiques vont moins être enclins à s'engager sur des parties très très techniques où s'il y a une défaillance, ils peuvent vraiment se blesser et se faire très très mal à cause de la nature du terrain en termes de chute. Et qui vont petit à petit aller sur du gravel qui est un peu moins engagé mais qui permet quand même d'avoir du plaisir de pilotage parce que ça pardonne moins. Le gravel, lui qui a pas de suspension ou des suspensions avec des petits débattements, tu dois pas te tromper en termes de pilotage et c'est un peu comme une Formule 3000 quoi. Le routier, il y a effectivement également pour les mêmes raisons, je pense, pas mal de gens qui, avec la force de l'âge, préfèrent peut-être des routes plus isolées, mais plus cabossées. Parce que souvent, les routes isolées, notamment en France, elles sont un peu moins bien entretenues. Et le gravel, là-dessus, amène du confort parce que en fonction de la route, des trous, du vécu finalement du réseau, avec le gravel, on se pose pas de questions. Quand on a des roues carbone avec des profils de 5 ans, des pneus de 25 et que on a la hantise de la crevaison, avec le gravel, on perd tout ça et on reprend du plaisir finalement sur des axes qu'on s'était interdits en route. Et là-dessus, moi, j'en fais partie. C'est-à-dire que je roule aujourd'hui en gravel à la fois sur la route et sur les pistes. Et je me préoccupe même plus du terrain parce que quand tu as des pneus de 40 mm, 45 ou 50, tu peux aller partout. Et alors 55, j'en parle même pas. Tu peux aller presque faire du DH. Ouais, Et c'est ça qui est génial. C'est quand tu as une machine avec laquelle tu peux quasiment tout faire sans te préoccuper d'aller chercher le gramme près sur un vélo de route ou un débattement énorme sur un VTT, quoi.
C'est le C'est meilleur des deux mondes, à mon sens. c'est drôle ce que tu dis parce que moi j'ai un Sun Special S1 de 2015, ça fait un petit moment maintenant. Non, pas 2015, non, 2000, 2020. Et pneu en 47, enfin vélo de route, pneu en 47. Pas forcément orienté performance, il fait 9 kg 5, quelque chose comme ça, mais voilà, un vélo qui te permet d'aborder sereinement des descentes où il peut y avoir un petit nid de pool ou une petite plaque d'égout ou un petit truc et sans que tu te dises que tu vas péter ta jante. Et c'est intéressant de voir qu'en fait c'est la direction que tout ça est en train de prendre, même si évidemment en route on arrive à des pneus, des sections de 35 et que ça va être compliqué d'aller beaucoup beaucoup plus loin, mais ouais, c'est intéressant de voir que cette notion d'accessibilité et de confort, c'est une notion qui devient de plus en plus euh, tendance et souhaitée par les pratiquants. Tu vois. Oui, puis Et là, c'est suivi, je pense, aussi de politique. hmm, C'est-à-dire que on pourrait faire un sondage. Il faut réagir en commentaire, d'ailleurs. ouais, J'aimerais avoir l'avis de ta communauté. Mais en France, il faut tenir compte aussi du fait que le réseau routier qu'on entretient, c'est de plus en plus difficile de l'entretenir hmm, parce que ça coûte une fortune. hmm, Refaire de l'asphalte, à part pour le Tour de France, c'est quand même compliqué. Ça veut dire qu'un réseau vieillissant, le gravel, vient quelque part répondre aussi à un besoin de pouvoir passer partout sur des routes dégradées. Parce qu'on a du plaisir quand on est en gravel, même s'il y a des gravillons, s'il y a des nids de poules, s'il y a des plaques d'égout. On n'est pas en train de râler contre la collectivité qui peut-être n'a plus les sous pour pouvoir refaire l'asphalte et qui du coup laisse et rebouche quelque part les trous comme ça se passe dans plein d'endroits du monde, hmm, notamment le Pérou. Ils s'amusent pas à refaire l'asphalte tous les ans parce que ça coûte une blinde. Le gravel, ça vient également rejoindre, peut-être, voilà, c'est un avis hmm, personnel, une politique qui fait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de maintenir nos axes en France parce qu'on en a des milliers de kilomètres et que ça coûte extrêmement cher et que les collectivités peuvent pas non plus refaire l'asphalte en permanence. hmm. Donc il y a cette notion aussi, ce paramètre, je pense, de circonstance, encore une fois, de moment temporel dans lequel on est, où le gravel vient répondre aussi à cette problématique-là, parce que quand tu es sur un gravel, tu te préoccupes plus d'asphalte. Hmm. C'est-à-dire que qu'il y ait des trous ou pas, oui, il faut être vigilant. Mais tu as beaucoup moins de vigilance à avoir que sur un pur vélo de route aéro avec des pneus de 25 ou pire avec un contre-la-montre, quoi. Hmm. Une dernière question avant de passer sur le côté expédition, exploration et tes aventures. Euh, sur le gravel, où est-ce que... allez, c'est à quoi tu penses que peut ressembler un vélo de gravel dans 5 ans? Dans 5 ans, je pense qu'on va arriver, mais on y est déjà, à 2 écosystèmes. Un écosystème voyage, aventure, avec des vélos gravel qui vont permettre de faire pas mal de choses. Notamment, quand je dis pas mal de choses, c'est beaucoup de points de fixation, beaucoup de perçage dans le cadre pour pouvoir mettre du porte-bidon, pour pouvoir mettre des sacoches, pour pouvoir finalement avoir de la modularité sur le cadre. Je dirais que c'est l'antéchrist du vélo de route où il n'y a pas un perçage, tout est lisse, tout est nickel. On va au contraire avoir un peu des couteaux suisses avec, pourquoi pas, de la suspension, avant, arrière, avec des débattements importants. Quand je dis important pour du gravel, c'est-à-dire du 40, du 60 mm, peut-être un petit peu plus. Des cintres, là on a maintenant pas mal de maturité dans l'univers du gravel avec des largeurs de cintres qui commencent quelque part à se standardiser, c'est-à-dire que tu as des largeurs plutôt importantes avec pas mal je dirais, de drop et un confort important sur les gravels orientés voyage. Et à l'opposé de ce spectre, de ce couteau suisse, on va avoir, et c'est déjà le cas, les marques commencent à pousser énormément sur ce segment, du gravel race, Hmm. c'est-à-dire le vélo ultra performant, ultra rigide pour un pro qui est capable d'emmener le gravel à 50 km/h sur les pistes, c'est-à-dire 0,001% des pratiquants de gravel, et qui vont vouloir avoir une machine de guerre, une Ferrari sur les pistes, mais qui va être une Maramine. Donc il y a déjà beaucoup de fabricants qui sont sur ce segment du gravel race. À mon sens, la communauté actuellement, elle est principalement sur la première configuration, Hmm. c'est-à-dire qu'ils veulent des couteaux suisses qui peuvent tout faire, tout en étant quand même globalement confortables et qui aient de la gueule. Mais je pense qu'on va avoir ces deux univers, ces deux écosystèmes qui vont se côtoyer. Et dans l'univers du gravel race, ça va se rapprocher finalement, je dirais, des arbitrages techniques qui se font sur le vélo de route. Hmm. Donc on va avoir un peu une convergence des technologies et des techniques
Moi, là-dessus, j'ai hâte de tester, bien sûr, le format Gravel Race parce que ça va permettre de pouvoir passer très, très vite sur des secteurs assez roulants. Mais quand je fais un parallèle, parce que j'en discute très souvent sur ma chaîne YouTube, sur des tutoriels que je fais, il faut tenir compte quand même du relief français. C'est-à-dire que le gravel en France, et là, je vais resserrer un peu le spectre de l'analyse que je viens de te partager. Sur la France, on a quand même une géologie, une géographie française qui est particulière, notamment dans les massifs. Et il y a pas mal de massifs qui sont quand même très cassants. J'habite sur les Alpes-Maritimes, si les personnes ne le savent pas, qui nous écoutent. C'est un relief qui est principalement calcaire. Ça tabasse pas mal. C'est pas un hasard si on a pas mal de champions dans la pratique du VTT qui viennent du secteur de Cantaron. Là. On a beaucoup de pratiquants qui habitent ici parce que c'est un secteur extraordinaire pour le VTT. Mais en gravel, les pistes, elles tapent, elles cassent. C'est compliqué, quoi. Là où le gravel race, tel qu'on peut l'imaginer aux États-Unis, parce que les courses de gravel race comme à l'Unbound, l'ancienne Dirty Kansas, ça reste quand même des terrains où c'est de la grande piste bien tassée, bien roulante, comme la Great Divide, par exemple, où il y a beaucoup de secteurs qui sont très très bien préparés par les infrastructures routières américaines. Mais ça n'a rien à voir avec un pierrier que tu peux avoir dans le massif de l'Estérel sur la Côte d'Azur. On n'a pas du tout les mêmes infrastructures. Et cet élément-là, il est quand même essentiel, parce que le gravel permet d'aller sur des pistes, mais pas n'importe où. Et le gravel race vient de nouveau, pour revenir sur la technique, essayer de ramener la vitesse au centre du game. Or, il y a quand même des éléments géographiques dont il faut tenir compte en France. C'est pas les Strade Bianche italiennes. Et on n'est pas sur des reliefs comme aux États-Unis en termes d'aménagement territorial. Donc, moi, je vois ces deux écosystèmes cohabiter. Après, en termes de communauté, on verra quels seront les choix des pratiquants. Mais il y a quand même une réalité de terrain en France qui, à mon sens, pousse davantage vers le gravel confortable boîte à outils, quoi. J'ai quand même, voilà, désolé, c'est un peu long, mais j'ai quand même l'impression qu'il faut s'attendre à ce que les limites, les barrières entre le VTT et gravel soient de plus en plus fines et que finalement, en fait, on ait une continuité dans le spectre qui sépare le VTT et le gravel, et pour quasi à un moment donné, plus pouvoir les différencier autre que un drop bar. T'as tout dit. Mais finalement, c'est la même chose qui se déroule dans l'univers du triathlon. Qu'est-ce qui différencie un vélo de route d'un vélo de contre-la-montre, un CLM? Ouais. Si ce n'est le cintre. Qu'est-ce qui différencie un vélo de triathlète? C'est le cintre avec des prolongateurs. Au départ, c'était ça l'élément différenciant d'un vélo de CLM. C'était d'avoir un cintre avec des prolongateurs de triathlon. C'était ça la différence. Ouais. Après, il y a eu, bien sûr, je fais un parallèle, un clin d'œil d'ailleurs à un ami, Joel Steve, qui a fait la Race Across America dans les années 90 de mémoire, où il avait les cintres cornes de vache avec une photo de lui qui peut se trouver sur Internet, où il est avec un maillot de bain. On a l'impression que voilà, il va aller se baigner à la mer. Quand on voit les machines de l'époque et aujourd'hui les machines de triathlon, les vélos de contre-la-montre qui sortent, il y a une hyper technicité qui est en train de se réaliser dans ce secteur. Mais au départ, ce qui différencie un vélo de route d'un vélo de contre-la-montre, c'était les prolongateurs de triathlon. Donc moi, ça me choque pas, si tu veux, de ton analyse, elle est bonne. Ça ne me choque pas. Mais encore une fois, un VTT avec des débattements courts n'existe plus. Un VTT avec un amortisseur court, ça n'existe plus. Maintenant, on a bien sûr tout l'extrême du spectre, mais qui colle à combien de pratiquants VTTistes? Si c'est pour aller avoir une enclume en VTT électrique en plus, qui fait 25 kg avec des fourches de 100 mm de débattement, alors que tu vas dans la Valmasque sur la Côte d'Azur, essaye un gravel, tu vas voir que tu vas t'éclater encore plus en termes de sensation, parce que tu vas pas te traîner une enclume de 25 kg. Tu vas avoir un vélo qui va faire 9 kg, 10 kg, suspendu, avec lequel tu vas avoir beaucoup de plaisir. Donc je pense que c'est de nouveau le meilleur, ou la meilleure opportunité de réconcilier les VTTistes avec les routards, avec ce gravel. Après que la frontière s'affine entre le VTT et le gravel, oui, elle va s'affiner de la même manière que le vélo de route avec le contre-la-montre. Mais faut pas le voir d'un mauvais œil, au contraire. Ça va permettre de mettre plus de monde sur les pistes. Bien sûr. Et puis, encore une fois, tant qu'on fait du vélo, ça va. Mais c'est vrai qu'en t'écoutant, je ne peux m'empêcher de voir l'image de John Tomac
La légende. La légende John Tomac qui roulait en cross-country avec son vélo drop bar et cross-country. Et à l'époque, c'était cross-country et descente quasi avec le même vélo, enfin, à quelques détails près. Mais, non, mais c'est intéressant et je pense que c'est un sujet qui évolue tous les jours et on voit des petites marques, tu vois, par exemple Salsa, qui sortent des vélos gravel. Gravel tout suspendu. On a parlé de Pinarello aussi, qui a fait ce Gréville. Et puis voilà, des petites marques qui ont la capacité de prendre des risques et d'avoir des partis pris un peu poussés. Et c'est hyper intéressant.